mon propos est la tâche assez difficile qui m'a été demandée de faire un peu un bilan de ces conférences. Donc, mon propos ne sera pas de synthétiser l'ensemble des présentations que vous avez vues. Vous avez vu qu'elles étaient très riches et que ça serait un peu une gageure de vouloir en faire une synthèse. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça serait non plus extrêmement utile. Mais mon propos est plutôt, en m'appuyant justement sur les éléments de ce séminaire, de proposer une réflexion justement sur ce que tu évoquais, la responsabilité de la science face aux immenses défis actuels qu'on a vu défiler là pendant 2 jours et à l'urgence qu'il y a à les affronter. Alors, tu as dit que j'étais un spécialiste sciences-société. Je ne sais pas, enfin, c'est pas forcément comme ça que je me serais défini. En tout cas, aujourd'hui, à l'INRA, je suis délégué aux sciences en société, avec comme mission de développer les relations entre l'INRA et le monde associatif, les ONG, les fondations, etc. Et puis de développer aussi ce qu'on appelle les sciences et les recherches participatives, donc qui inclut dans les recherches des non-scientifiques. Alors, donc je vais donc m'appuyer sur les éléments du séminaire pour essayer de brosser un peu un contexte qui en support la réflexion. Et puis ensuite, en suivant un petit peu l'injonction qui a été donnée par l'animateur de la table ronde d'hier, Patrick Caron, j'ai essayé moi aussi de rêver à ce que pourraient être les valeurs de la science dans ce contexte propice au changement drastique, mais avec toutefois, comme vous le verrez, peut-être plus de questions que de réponses. Alors le contexte, quel est-il? Je ne vais pas m'appesantir longuement là-dessus, mais quand même, il y a des éléments forts qui me semblent importants de rappeler. On a vu tout au long de ces 2 jours que le changement climatique, bien sûr, mais plus généralement les enjeux de durabilité appellent des transitions et des changements de paradigme urgents. Et c'est notamment le cas pour les systèmes alimentaires qui faisaient l'objet des conférences de ces 2 jours, pour lesquels, par exemple, Anne Mottet de la FAO a souligné que, j'ai noté un peu du verbatim là, « Business as usual is no longer an option ». Donc ça, je pense que c'est clair. Et elle a ajouté aussi « Deep transformation of our food systems is required ». Donc on voit bien, à la fois l'urgence à changer et des transformations profondes. Dans la même veine, Gert Spargaren, je ne suis pas sûr de la prononciation, lui, il a indiqué que notre food system is under climate pressure et qu'il y a besoin d'une transition radicale. Mais ceci étant dit, on a vu aussi qu'on a touché du doigt toute la complexité des transitions agricoles et alimentaires qui ne peuvent se concevoir finalement qu'au sein de systèmes où de nombreux acteurs interagissent, alors que ce soit les agriculteurs, les transformateurs, les distributeurs, les consommateurs, les protecteurs de l'environnement, les municipalités et j'en passe. Et toujours le même Gert Spargaren a rappelé que la transition implique des changements qui ne sont pas uniquement techniques, mais qui sont aussi sociaux, ce qui rajoute quand même aussi à la complexité. Et puis la table ronde d'hier a bien montré pourquoi la transition est si lente. Alors on a rappelé qu'il y a effectivement des vrais verrous, mais qu'il y a aussi des questions de conflit d'intérêts, d'irréversibilité, de manque de cohérence des politiques publiques, etc. D'où un besoin de gouvernance, c'est-à-dire, comme l'a rappelé Patrick Caron hier, une capacité à dessiner un chemin quand les choix et les décisions sont distribués avec des acteurs aux intérêts divergents. Et alors, pour débloquer ces systèmes socio-techniques verrouillés, il est primordial que tous les acteurs évoluent, et c'est ce qu'a souligné Marion Guilloux, en disant qu'un acteur ne peut pas bouger tout seul dans un système qui ne change pas. En conséquence, pour aller au-delà de l'optimisation, ce que Xavier Rebout vient d'évoquer là, avec le système ESR ou ERS, et donc pour arriver à la redéfinition profonde de systèmes alimentaires, Pablo Adrián Titonel nous a expliqué qu'il est nécessaire d'avoir une coévolution de l'organisation sociale. Et ton exposé, Philippe, et celui de Giuseppe Vereni ont bien insisté aussi sur le fait que l'échelle territoriale est la bonne échelle pour les transitions. Et vous avez insisté également sur la nécessité d'avoir une forte volonté d'impliquer les usagers qui sont à la fois acteurs et bénéficiaires de la transition. Donc finalement, ce qu'on peut sans doute imaginer, c'est que les consommateurs, les citoyens, la société au sens large, pourraient jouer à l'avenir un rôle majeur dans les changements. À la fois par leur demande globale de durabilité, de santé, on l'a vu cet après-midi avec Michel Chauliac, avec la limite
des inégalités sociales face au comportement, et aussi par leur choix de consommation. Et même si Gerd Spargaren a montré que les routines comportementales sont robustes et pas faciles à changer, on constate quand même qu'il y a certains indicateurs de consommation qui évoluent très vite. Et je me réfère là par exemple aux achats de produits bio qui en France ont bondi de 17% l'an dernier, ou bien le chiffre qui a été cité ce matin, le chiffre d'affaires du rayon traiteur végétal qui a augmenté de 116% en France en 2017. Donc ça c'est Marc Jewell qui l'a évoqué. Et puis on a vu également comment le groupe Auchan a élaboré sa réponse aux attentes des consommateurs en matière de durabilité. Et Xavier à l'instant a montré aussi comment le numérique peut être un facilitateur du changement de comportement des consommateurs. Alors une fois qu'on a brossé ce contexte dans ce panorama, on pourrait se poser la question, et la science dans tout ça? La science, sans tomber dans le clientélisme, en tout cas, moi il me paraît important qu'elle prenne le temps d'écouter les parties prenantes qui sont concernées par l'ensemble de ces questions. Et donc une ouverture du système de recherche et de formation me semble a priori indispensable. D'autant que certains acteurs de la société demandent à participer aux orientations de la recherche, et ils expriment parfois d'ailleurs des désaccords forts sur l'affectation des moyens de la recherche à certains domaines plutôt qu'à d'autres. Dans certains cas, ils revendiquent aussi de participer à la production scientifique aux côtés des chercheurs. Donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans des projets de science et de recherche participative. Par ailleurs, vous le savez tous, la science est parfois contestée et pas systématiquement perçue comme vectrice de progrès. On a vu que les mélanges entre science et technique, science et intérêt économique, science et politique ont provoqué de la défiance, qui est assez bien expliquée dans une petite brochure très courte que vous pouvez lire. C'est un document de France Stratégie de décembre 2018 qui s'intitule « Expertise et démocratie, : faire avec la défiance ». Donc là, je crois que le problème est clairement posé dès le titre de cette brochure. Et je pourrais ajouter, pour citer Jacques Testard, qui dans une tribune qui est parue en 2016, je crois que c'était dans le quotidien L'Humanité, il disait « La science, qui était le moyen d'augmenter la connaissance depuis les Lumières, s'est réduite à une activité pour développer de nouvelles activités productives et tenter de pousser la croissance économique. Le progrès supposé correspondre simultanément à l'avancée des savoirs et du bien-vivre s'est réduit à la production effrénée d'innovations sans démonstration de leur rôle pour améliorer les conditions d'existence. » C'est un constat quand même sévère de ce que la science a produit ces dernières décennies. Et puis, si on ajoute à cela les courses à la publication, les courses au financement qui sont générées par l'organisation des systèmes de recherche, on constate que ces différentes courses peuvent provoquer aussi certaines dérives en matière de déontologie et d'intégrité scientifique, voire de qualité de la science produite, avec par exemple ce qu'on appelle la crise de réplicabilité. Il y a en effet des analyses qui montrent qu'une fraction importante des travaux de recherche ne serait pas réplicable, ce qui est quand même grave pour des travaux scientifiques. Et puis, pour compléter ce tableau, il est difficile de ne pas évoquer la remise en cause des acquis scientifiques, l'émergence des fake news et le renforcement des points de vue complotistes. Si je veux illustrer ça par un exemple assez caricatural, c'est par exemple la croyance de certains élèves que la Terre est plate. Alors, le dernier point de ce panorama, c'est que l'espace et le temps se contractent sous l'effet du numérique. Ça a été évoqué à l'instant. L'instantanéité des communications démultiplie les effets d'information qui peuvent impacter négativement l'image de la science. Par exemple, je parlais de manquements à la déontologie ou à l'éthique. Quand ces manquements se produisent, forcément, ils retentissent sur la notoriété de l'organisation à laquelle appartiennent les chercheurs incriminés, ou bien sur la perception par la société des valeurs qui sont portées par cette organisation ou par la science en général. Donc de tout ça, il résulte que le contrat social entre science et société est parfois un peu mis à mal. Alors comment est-ce qu'on peut sortir de ça ? Déjà, il me semblerait logique de conclure de ce panorama un peu général que se réfugier dans une tour d'ivoire n'est sûrement pas une option pour la recherche.
Une plus grande ouverture de la science est d'ailleurs souhaitée au plus haut niveau politique, si je me réfère par exemple à ce que l'Union européenne prône en matière d'incitation à l'open science, l'open innovation, l'open data. Maintenant, on parle aussi d'open publication, d'ouverture sur le monde. Mais cette ouverture, en même temps, elle engage les scientifiques à rendre compte à des communautés plus larges que les simples communautés académiques, et les engage à veiller encore plus aux effets de leurs activités. D'autant que la science est de plus en plus appelée à relever les défis sociaux et sociétaux et à anticiper les impacts des développements technologiques. Alors en France, le législateur a déjà intégré le fait que les objectifs de la recherche sont désormais pluriels. Les missions qui ont été confiées par l'État aux organismes de recherche et d'enseignement supérieur évoluent. Elles incluent désormais, depuis un certain nombre d'années, non seulement la production de connaissances, mais aussi l'expertise publique et les relations sciences-société. Alors, ce rôle de la science dans et pour la société confère naturellement une responsabilité particulière aux organisations de recherche et aux chercheurs. Bon, ce constat ne date pas d'hier. Déjà en 1950, Einstein s'interrogeait. Il s'interrogeait de la manière suivante: en aspirant trop exclusivement à l'intelligence, le savant n'a-t-il pas oublié sa dignité et sa responsabilité? Alors vous savez qu'Einstein s'est posé beaucoup de questions sur la fin de sa vie avec les questions du nucléaire et de la bombe atomique. Donc la question de la responsabilité des chercheurs, en fait, elle a été prise en compte déjà par différentes instances qui l'ont traitée sous plusieurs aspects, notamment sous ceux de l'éthique et de l'intégrité scientifique. C'est notamment le cas de la déclaration de Singapour de 2010 qui précise par exemple que les institutions de recherche et les chercheurs doivent reconnaître qu'ils ont une obligation éthique de prendre en compte le rapport bénéfice-risque lié à leurs travaux. Au niveau français, on a l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, qui a publié une politique en matière d'éthique et d'intégrité scientifique en 2014, qui décline la responsabilité à différents niveaux. Au niveau de ceux qui financent la recherche, au niveau de ceux qui l'évaluent et au niveau de ceux qui la réalisent, que ce soit les établissements ou les équipes de recherche. Et l'ANR rappelle que l'éthique fournit un éclairage qui soutient la prise de décision et guide les actions dans le respect de la dignité humaine, animale et de l'environnement, notamment dans le cadre des objectifs poursuivis, de l'expérimentation ou des impacts des résultats. La notion d'impact est importante, comme on l'a vu aussi ces 2 jours. Et puis, parmi d'autres exemples, en novembre 2014, la présidence italienne du Conseil de l'Union européenne a sorti une déclaration sur la recherche et l'innovation responsable qui intègre également la notion d'ouverture de la recherche aux parties prenantes, y compris celle de la société civile. Et le texte souligne de la manière suivante: Excellence today is about more than groundbreaking discoveries. It includes openness, responsibility and the co-production of knowledge. Donc co-production, ça veut dire aussi avec des gens qui ne sont pas des chercheurs. Alors, dans un organisme finalisé comme l'INRA, par exemple, où les objets de recherche sont proches des préoccupations de la société, l'alimentation, l'agriculture, l'environnement, la santé, la motivation d'une application des travaux est présente. Je ne sais pas si vous savez, mais sous le logo de l'INRA, il est indiqué « Science et impact ». Donc la question de la finalité et de l'impact des recherches menées est donc particulièrement importante. D'ailleurs, il me semble que ces questions d'impact de la science et de l'ouverture à la société interrogent aussi la façon dont les questions sont adressées à la recherche, donc qui décide des orientations, mais aussi la manière d'intégrer les résultats de recherche qui sont menés dans des champs parfois devenus très pointus et qui, de ce fait, ne facilitent pas forcément les visions systémiques ni l'interdisciplinarité ou la transdisciplinarité qui sont indispensables à la résolution des questions englobantes, comme on l'a vu, qui sont posées par la société notamment. Donc il me semble qu'il y a des responsabilités qui incombent bien sûr aux chercheurs, par exemple sur ces objets de recherche, la finalité de ces travaux et leurs conséquences attendues au plan économique, social, environnemental, voire parfois philosophique.
aux institutions qui les emploient, par exemple en ce qui concerne l'orientation générale des travaux, la priorisation des programmes, la promotion d'une culture de l'éthique et de l'intégrité scientifique, et plus généralement aussi aux politiques de recherche qui se traduisent en financement plus ou moins important selon les domaines ou les approches. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider, nous donner des points de repère pour avancer ? Il me semble que c'est un peu la question des valeurs, les valeurs de la science, les valeurs de la recherche. Et donc ces valeurs, qui peuvent donc constituer des points de repère précieux dans un environnement qui change très vite, on l'a vu, et dans un environnement qui est appelé à devenir de plus en plus ouvert. C'est quoi ces valeurs aujourd'hui ? Alors, on peut citer par exemple certaines valeurs managériales au sein des collectifs de recherche. Il y a une charte à l'INRA qui consigne les principes d'organisation de l'Institut, qui mentionne explicitement la confiance, le respect mutuel, l'écoute réciproque et la collégialité dans la gouvernance, par exemple. Mais il y a d'autres valeurs aussi qui peuvent être proposées pour les scientifiques eux-mêmes dans leur travail, qui sont l'autonomie, la créativité, je pense que les deux sont assez étroitement liés d'ailleurs, la responsabilité, l'intégrité, la force de questionnement, la rigueur, l'ouverture, l'indépendance. Voilà, tout ça, c'est des valeurs qui, me semble-t-il, sont assez consubstantielles de l'activité de recherche. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ces valeurs sont aujourd'hui suffisantes ? Est-ce qu'elles sont adaptées aux évolutions de notre environnement sociétal, où la science, l'expertise, la notion de progrès sont parfois contestées, et où l'ouverture de la science largement est prônée ? Est-ce qu'elles sont adaptées aux grands défis qui sont devant nous, comme les défis écologiques, on les a largement mentionnés, les défis sociaux, l'accès à l'eau, à la nourriture ? Est-ce que tous ces défis ne nécessitent pas une mobilisation massive et urgente de la science pour la défense ou la préservation de nos biens communs ? Et là, je pense explicitement au sol, à l'eau, à l'air, à la biodiversité. Est-ce qu'il ne faudrait pas en conséquence envisager de travailler différemment avec la société et avec les autres scientifiques ? Par exemple, est-ce qu'il ne faudrait pas se questionner sur le lien, je reste sur le plan des valeurs là, est-ce qu'il ne faudrait pas se questionner sur le lien entre responsabilité et autonomie, par exemple, ou sur la relation entre autonomie, posture du chercheur et ouverture à l'autre ? Est-ce que ça ne veut pas dire, par exemple, d'aller vraiment vers l'interdisciplinarité, sans négliger l'excellence disciplinaire, par ailleurs, qui est toujours indispensable ? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faudrait accepter une vraie diversité des sources de questionnement, y compris venant de non-scientifiques, qui permettrait de régénérer, finalement, d'une certaine façon, le doute scientifique, le ressourcement des chercheurs, le décentrement des points de vue, l'exploration de nouvelles voies ? Est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'il faudrait reconnaître et combiner différents types de savoirs ? Le savoir scientifique, les savoirs d'expérience. Il y a une ONG comme ATD Quart Monde, par exemple, qui a fait un énorme travail sur la reconnaissance des savoirs des personnes en grande précarité. Et puis, est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'il faudrait accepter de se confronter au réel en intégrant des données qui viennent non seulement des approches expérimentales ou des observations faites par les scientifiques eux-mêmes, mais aussi qui intègrent celles qui viennent des acteurs eux-mêmes de la société ? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faudrait être encore plus exemplaire dans nos pratiques pour qu'elles soient plus durables, par exemple en réduisant notre empreinte carbone ? Il y a eu un appel de certains scientifiques il n'y a pas très longtemps dans la presse pour dire que oui, les congrès à l'autre bout du monde, c'est bien, mais qu'il faut peut-être montrer aussi un peu l'exemple par rapport à ça, sur le coût carbone de tous ces déplacements. Et puis, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faudrait finalement, d'une certaine façon, révolutionner les pratiques actuelles en passant entre chercheurs de la compétition à la coopétition, voire à la coopération, ce qui supposerait d'avoir traité la question de l'accès aux ressources financières des différentes communautés scientifiques. Mais est-ce que cette question se poserait dans ces termes si la science qui traite des urgences dont dépend la survie de l'humanité était elle-même la science considérée comme un bien commun ? Question que je me pose aussi. Alors pour conclure, je voudrais m'appuyer en fait sur un extrait d'un texte
un peu poétique, qui est extrait d'Ainsi parlait Zarathustra, et c'est un texte qui s'appelle Des Trois Métamorphoses. Alors dans ce texte, qui suit le prologue du livre, Nietzsche, donc l'auteur, nous parle de valeurs qu'il souhaite réinventer. Il s'appuie pour ça sur une métaphore où l'homme passe dans sa vie par 3 temps. Le temps du chameau, qui porte de lourds fardeaux sur son dos, ceux qu'imposait la morale de son époque. Puis le temps du lion, qui lui a la force de secouer ses fardeaux et de tout envoyer balader. Puis le temps de l'enfant, dont l'innocence seule peut créer de nouvelles valeurs. Alors je vous cite un court passage de ce texte sur le temps du lion, qui suit donc le temps du chameau. Mais dans le désert le plus solitaire survient la seconde métamorphose. Ici, l'esprit devient lion. Il veut capturer la liberté et être maître dans son propre désert. Il cherche ici son dernier maître. Il veut être l'ennemi de ce maître et de son dernier Dieu. Il veut lutter avec le grand dragon pour la victoire. Quel est le grand dragon que l'esprit ne veut plus appeler maître ni Dieu ? Tu dois, ainsi s'appelle le grand dragon. Mais l'esprit du lion dit « Je veux ». Tu dois se trouve sur son chemin, étincelant d'or, une bête à écailles, et sur chaque écaille brille en lettres d'or « Tu dois ». Des valeurs millénaires brillent sur ces écailles, et le plus puissant de tous les dragons parle ainsi. Toute valeur des choses brille sur moi, toute valeur a déjà été créée, et toute valeur créée, c'est moi. En vérité, il ne doit plus y avoir de « je veux ». Ainsi parle le dragon. Mes frères, pourquoi est-il besoin du lion dans l'esprit ? Ne suffit-elle pas la bête chargeable qui renonce et qui est respectueuse ? Créer de nouvelles valeurs, même le lion ne le peut pas encore, mais se créer de la liberté pour créer du nouveau, c'est là ce que peut la force du lion. Je vous laisse méditer sur ce texte et je nous pose collectivement cette question. Est-ce que le temps du lion est venu ? N'est-il pas temps de secouer nos valeurs afin d'en imaginer collectivement de nouvelles dans notre champ de responsabilité ? Je vous remercie. Bon, bravo Christophe pour cette chute qui effectivement fait réfléchir. Et j'y penserai tout à l'heure en repartant sur mon vélo. Nul doute que c'est une réflexion qui doit susciter des réactions, qui prend peut-être du temps aussi à intégrer et à réfléchir. Et je ne doute pas que les uns et les autres aient ce temps de réflexion, y compris par rapport à son propre positionnement, quel que soit son statut. Et pour alimenter cette réflexion, je suis sûr qu'il y a des questions, commentaires, interpellations éventuellement. Il faut juste savoir qu'on a promis quand même que ça se terminerait à 4h30 pour les gens qui doivent prendre leur train. Ouais. Donc voilà. Ah mais je pensais que tu as vu une... Non, après, je reprendrai pour les autres. Bon, alors... Ouais, ça va pas être long. Bon, alors... Non, ça... Alors, au risque de venir au ras des pâquerettes, je m'excuse après une sortie aussi flamboyante. Il y a quelque chose que tu n'as pas évoqué, Christophe, et qui me paraît importante. Et qui me paraît introduire un biais important par rapport à cette démarche qu'on souhaite insuffler. C'est aussi la manière dont sont évalués les chercheurs. Car finalement, quand on est chercheur, on a des critères de reconnaissance qui sont des reconnaissances de l'Institut, mais des reconnaissances de déroulement de carrière. Et les critères que tu prônes et qui me semblent être du bon sens absolu sont pour l'instant pas vraiment pris en compte, à moins que les choses aient évolué, dans les organisations de recherche. Je me trompe ou pas ?
Je pense que ça dépend beaucoup des organisations. À l'INRA, on a développé un système d'évaluation qui s'appelle RFIN, évaluation de la recherche finalisée, qui normalement prend en compte des productions qui ne sont pas uniquement académiques. Alors après, je ne sais pas comment sont déclinés ces critères de manière précise dans chaque communauté scientifique, mais en tout cas, ce système a le mérite d'exister. Mais il est vrai que si on veut aller vers un changement radical dans les pratiques de la recherche, ce genre de questions devra forcément être prises à bras-le-corps. Les chercheurs, comme toutes les professions, donc sont évalués, et la façon d'évaluer traduit aussi la vision qu'on a de la finalité qu'on veut donner au travail. Donc tout ça est très lié, tu as raison de le dire. Hein. Parce qu'en fait, le RFI, je connais bien, puisque comme étant directeur d'unité, je l'applique, on a l'évaluation régulière du collectif, mais c'est une évaluation du collectif. Ce n'est pas une évaluation des individus. Donc en fait, il y a le collectif, mais finalement, ce que fait le collectif, c'est aussi lié aux individus. Et chaque individu est évalué sur des critères. Bon, ça a évolué, mais il y a encore une marge effectivement importante. Bon, voilà. Alors, est-ce que ça vous a donné le temps de vous remettre de ce beau poème, ou ce sera la conclusion finale et on pourra y réfléchir et y méditer? Et puis, il y a peut-être possibilité même de revenir vers toi s'il y avait des commentaires, et éventuellement, après cette synthèse et cette analyse, moi que j'ai trouvé très forte, et en tous les cas, on t'en remercie sincèrement. Voilà.